Avant de laisser derrière moi cette magnifique région qu'est le Northland, je marquerai une autre étape, longue de près de 2 semaines, non loin de Whangarei, auprès de Laxar, un artisan au talent incroyable et à l'ingéniosité redoutable. Il s'est installé à Mangakaramea, où, depuis des dizaines d'années, il mobilise tout son savoir à construire des yurts, à propos desquels il a tout appris par lui-même. C'est d'ailleurs dans la première de ses créations que je séjournerai, à une 50aine de mètres à travers la forêt, de la cuisine, des douches ou encore des toilettes. Si le confort était minime, parfois même spartiate, je m'apprêtais alors à vivre la première grande expérience humaine de mon périple. Laxar est quelqu'un d'unique, au savoir-faire immense et au talent certain. Son atelier, comme ses créations, sont incroyables et de nouvelles idées lui viennent constamment, comme un professeur fou, heureux d'enseigner à quiconque serait prêt à l'écouter. Je passerai ainsi 2 semaines, loin de tout et avec un minimum de contact vers le monde extérieur, n'ayant point de véhicule et un réseau téléphonique limité, là où la première ville était à plus de 20 minutes de route. Mais j'y apprenais tant. Chaque jour un peu plus, au rythme des efforts fournis et des tâches à exécuter. Nos journées se déroulaient ainsi sans relâche, s'afférant toujours à autre chose, pour enfin et seulement profiter, une fois le soir venu, autour d'un agréable et convivial feu de joie. Aux premières heures de mon périple, je coupais du bois de chauffage en prévision de l'hiver. À son terme, je bâtissais avec Laxar et d'autres volontaires un abri où entreposer ce même bois. Cet abri, entièrement imaginé par notre hôte, prit plusieurs jours à se construire, au fil d'étapes parfois harassantes, souvent pointilleuses. Une fois les trous creusés, les piliers dressés, venait le plancher, puis la charpente, jusqu'à en résulter une certaine fierté. Celle d'avoir créé. N'est meilleur guide que celui qui est chez lui. Ainsi, en partageant le quotidien de Laxar, je découvre aussi sa région qui me montrait avec fierté. Sinuant des routes méconnues, nous allâmes jusqu'à nous aventurer dans des lieux figurant sur bien trop peu de cartes, et où jamais je ne me serais rendu sans quelqu'un pour m'y mener. Ainsi nous découvrons une étrange forêt de pierre, où la roche et les arbres biscornus semblent tout droit sortis d'un monde fantaisiste et fantastique. Dans ce dédale semblable à un labyrinthe végétal, il est possible d'y perdre son chemin et de rester sans voie devant ces étranges monolithes rocailleux. Le temps n'y a pas son emprise. À Mangakaramea, on était loin de tout, sauf de la nature dont je ne pouvais être plus proche. Dans une yourte, on se lève et on se couche au rythme du soleil. Dans la nature, on se rappelle que c'est elle qui nous veille. En gravissant la colline à laquelle était adossée la propriété de Laxar, il devenait possible d'observer, d'apprécier et de contempler un paysage qui semblait infini et aux couleurs vives dont seul l'automne sait si bien se parer. Mangakaramea, la montagne de couleurs en maori, semble ainsi avoir été nommée avec justesse. La prochaine étape serait la péninsule de Coromandel, cette avancée terrestre dans l'océan Pacifique qui est la destination favorite des Néo-Zélandais. À 1h30 seulement d'Auckland, la péninsule offre des paysages aussi divers que saisissants. Les locaux me la décriraient comme une petite Nouvelle-Zélande, tant tous les charmes du pays semblaient être réunis. La côte est de la péninsule réserve parmi les plus belles plages de sable blanc de l'île du Nord, tandis que la côte ouest retrace l'histoire de la ruée vers l'or que ces collines connurent. Ma découverte de la région débuterait à Thames, au commencement de la péninsule de Coromandel. Comme les autres villes de la côte ouest, Thames a cette ambiance et cette apparence directement issue des vieux westerns, décors que l'on s'attendrait plutôt à trouver aux États-Unis d'Amérique. Le vieux pub, l'église, ainsi que les anciennes devantures en bois nous font questionner l'époque dans laquelle nous venons de nous glisser.
J'y resterai près d'un mois, à aider un couple de retraités, Carmel et Siegfried, à rénover une maison récemment acquise. Mais pas n'importe quelle maison, puisque celle-ci jouissait de la plus belle vue de la ville, et un panorama simplement insaisissable sur le golfe d'Oraki. Je l'ignorais encore, mais j'allais découvrir parmi les plus beaux couchers de soleil qui m'étaient été donnés de voir, et ce, presque quotidiennement. Nul doute que cela joua dans la prolongation de mon séjour, puisque j'y resterai bien plus longtemps que prévu initialement, à bâtir une nouvelle terrasse, là où l'ancienne était délabrée, devenant même dangereuse. L'occasion pour moi d'apprendre encore davantage sur le travail du bois et la construction. Les jours où je ne travaillais pas, je les passais avec mes hôtes, à sillonner les routes de la région à la découverte de leurs lieux fétiches. C'est par leurs yeux que je voyais pour la première fois le Coromandel. Le paysage, composé de vallons et de collines, semblait se mouvoir et onduler jusqu'à atteindre le rivage. Rien, à perte de vue, n'était autre qu'une intense verdure, vibrante à l'unisson, quelle que soit la saison. Vint ensuite le temps de découvrir les plages, en particulier la favorite de Carmel, Sailor's Grave, la tombe du marin en français. De là, une belle et relativement facile randonnée permet de relier les différentes plages du littoral, trouvant son chemin à travers une réserve de kiwi, l'animal emblème de la Nouvelle-Zélande, dont je ne verrai malheureusement pas la couleur ce jour-là. À l'embouchure de la première section de la marche, s'étendait la belle et méconnue Otara Bay, longue, étendue et préservée des plaisanciers. Fine bande de sable contenue entre le mur végétal de la forêt et l'horizon étendu de l'océan Pacifique, la baie d'Otara s'apparente ainsi à la plage carte postale dont l'on pourrait rêver durant la grisaille hivernale. Je découvrais ensuite les collines et leurs tréfonds oubliés, en compagnie de randonneurs locaux également installés à Thames. Ensemble, nous empruntâmes le Broken Hills Trail, la randonnée des collines brisées. Pouvant connaître des sections abruptes, le sentier est quelque peu challenging, mais c'est là le prix à payer pour apprécier le panorama sur les environs. La randonnée s'enfonçait dans les anciennes forêts de la péninsule, où les espèces végétales indigènes sont pléthores et remarquables, changeant jusqu'à l'apparence même de la forêt à mesure que celle-ci défile sous nos pas. Mais ce qui rend le Broken Hills Trail unique, c'est la section où celle-ci s'enfonce dans les anciennes mines d'or, traversant les collines de part en part. Sur plusieurs centaines de mètres, d'une route aussi profonde que rectiligne, l'on s'enfonce dans l'obscurité, là où nul autre que des curieux ne se sont aventurés depuis les débuts du XXe siècle. Il est nécessaire de se munir de torches ou de lampes frontales pour non seulement découvrir les vestiges de ces temps anciens, mais aussi et surtout pour ne pas y perdre son chemin. À mesure que nous progressions, l'incidence de l'exploitation minière sur le paysage apparut avec une évidence grandissante, et les curiosités se multipliaient sur notre chemin. L'histoire des hommes laisse des traces, et cet aqueduc délabré, ces grottes dissimulées, ou ces pièces abandonnées sont autant d'indices nous permettant de la retracer. Puis, j'ai rencontré Méline, une autre bouffeuse s'étant jointe ultérieurement à Carmel et Siegfried. Ensemble, et grâce à une voiture généreusement mise à disposition par nos hôtes, nous partîmes en road trip, avec comme objectif celui de voir la péninsule dans son entièreté, de ses lieux phares et populaires jusqu'à ses recoins isolés et méconnus.
Cela faisait alors plus de 2 mois que je voyageais en Nouvelle-Zélande, sans jamais disposer jusqu'alors de mon propre moyen de transport. Pour la première fois, je goûtais à l'enivrante liberté que c'est d'aller selon mon gré, en appréciant des paysages que je découvrais de plus en plus grandioses à mesure que nous progressions vers le nord. La route devint un plaisir, celui de rouler sans jamais se retourner, le regard bien trop occupé à scruter ce qui nous attendait. Planifié sur plusieurs jours, notre première étape consistait à atteindre Coromandel Town, ville ayant donné son nom à la région. À proximité de celle-ci se trouvait une attraction notoire, un immanquable d'après les locaux, le Driving Creek Railway. Conçu par Barry Brickell, un ingénieur, environnementaliste et potier, ce mini chemin de fer à flanc de colline n'est ni plus ni moins que l'œuvre de sa vie. À partir de rien, il bâtit sur près de 2 décennies un réseau ferré permettant aux wagons d'acheminer l'argile nécessaire à la confection des poteries. En parallèle, Brickell, grand amoureux de la nature, a aussi fait de sa petite portion de terre une véritable réserve naturelle, y implémentant des arbres et végétaux natifs de la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui décédé, l'œuvre de Brickell lui a survécu et continue de se développer, tout en battant chaque année de nouveaux records de visite. Pendant 1 heure, le train nous mène à travers tunnels et ponts à chevalet, progressant de station en station où il est nécessaire de bifurquer pour reprendre l'ascension. Tout du long, la voie est bordée par les lieux d'excavation de l'argile, par les poteries et créations fantaisistes, ainsi que par la nature indigène préservée ici. On s'enfonce ainsi à bord de cette drôle et atypique monture, dans un musée vivant remontant l'histoire et la vie d'un homme extraordinaire, dont chacune de ses créations d'antan est aujourd'hui vestige de son temps. Le périple s'achève finalement à la Eiffel Tower, la tour de l'œil plein, littéralement en français, ayant été bâtie à l'extrémité de la voie ferrée et jouissant d'une perspective imprenable sur les environs et sur Coromandel Town. Barry Brickell a été mis en terre non loin de là, face à une vue similaire. Le lendemain, il était question d'atteindre l'extrémité nord de la péninsule, bien plus sauvage et beaucoup moins fréquentée. Cela ne laissa plus un doute, lorsqu'ayant à peine dépassé un humble hameau isolé, la route goudronnée laissa place à la terre et au gravier. Dès lors, il n'y eut plus que nous, et la nature sur des kilomètres et des kilomètres. À mesure que ceux-ci défilaient, le paysage changeait et se magnifiait. À gauche, le golfe se mêlait à l'océan. À droite, les collines s'élançaient et se chevauchaient comme pour imiter les vagues à leur portée. Et alors Fletcher Bay apparut, marquant le commencement de la Coromandel Coastal Walkway, la randonnée côtière la plus remarquable de la péninsule. Il faut ainsi compter de 2 heures à pied pour atteindre le meilleur point de vue que la marche est à offrir, et y ajouter 1 heure et demie pour en atteindre le terme. Sans jamais se montrer trop abrupte ou trop exigeante, la Coromandel Coastal Walkway permet pourtant de prendre de la hauteur et de découvrir l'époustouflant panorama sur l'extrémité de la péninsule, là où celle-ci se jette avec beauté et fracas dans l'océan. Ces collines et monts émeraudes forment un paysage indescriptible et magique, comme directement issu de contes et de légendes. L'on y marche et l'on s'y enfonce les yeux levés vers la cime des arbres, qui, jamais, ne semblent en finir. Puis viennent les plaines, aussi belles qu'étendues, laissant apercevoir les plages et les baies en contrebas. Mais c'est finalement en atteignant le point d'observation que la vue devint imprenable et tout bonnement saisissante. Le littoral se profilait au nord comme au sud. L'ouest n'était autre que les montagnes qui nous toisaient et l'est un océan infini. En dents de scie, la côte cédait puis s'avançait à nouveau dans la mer, à intervalles irréguliers, faisant de cette randonnée un immanquable en voyage dans le Coromandel. Et tout voyage est fait de hasards et d'inattendus, d'étonnements et de ravissements, parfois aussi de mésaventures. Ce fut notre cas, ce jour-là.
Mais ayant de la chance dans notre malchance, nous nous réveillons malgré tout le lendemain, face à un de ces somptueux levers de soleil dont seule la Nouvelle-Zélande a le secret. Retardé mais pas annulé, notre road trip reprit bientôt, avec comme prochaine étape New Chum Beach. Vanté par les locaux comme l'une des plus belles plages du monde, New Chum Beach représentait un arrêt obligatoire dans notre itinéraire. Difficilement accessible, il faut traverser la rocaille puis un sentier non balisé et non entretenu, avant de voir paraître à travers la frondaison d'une nature tropicale l'éclat du sable blanc. Isolée, magnifique et souvent déserte, la plage de New Chum Beach est de celle dont quiconque pourrait rêver. Aucun camping ni infrastructure, rien, si ce n'est qu'une nature sauvage et enivrante. Un petit coin de paradis face à une baie qui, m'a-t-on dit, offrait des couchers de soleil sans pareil. Mais la route nous rappelait, et il nous fallait nous rendre dans la journée à Hahai. Là, nous découvrions une autre plage, certes moins belle, mais à la particularité unique. En creusant le sable de la Hot Water Beach, de l'eau en surgit, chaude voire bouillante. Avec un peu d'huile de coude et une simple pelle, il est possible d'atteindre les sources d'eau chaude qui courent sous le sable. Récréative et plaisante, cette plage est devenue l'une des attractions majeures de la péninsule en quelques années seulement, en faisant peut-être même aujourd'hui la victime de son succès. Mais notre venue à Hahai trouvait son origine ailleurs, celle de voir Cathedral Cove, le symbole même de la région, devenu mythique et désormais connu dans le monde entier. Pour le découvrir sous son meilleur jour, nous nous levâmes aux aurores, même avant, pour être exact. Ainsi, après avoir trouvé notre chemin dans l'obscurité, il ne nous restait qu'à contempler le soleil se lever et ses rayons illuminer la plage. Ce fut grandiose et littéralement magique. Je ne saurais recommander davantage pareille aventure. Malgré un réveil certes très matinal, en résultent des moments à jamais gravés dans nos mémoires. Comme souvent, c'est aux premières heures du jour, ou à contrario aux dernières, que la nature se pare de ses plus beaux atours. Si l'endroit peut être littéralement envahi de touristes le jour, et l'arche partiellement submergée selon la marée, il n'en est rien aux aurores, nous laissant découvrir ses singularités naturelles en toute quiétude. Les monolithes rocheux y surgissent de la mer, et une belle anse permet de traverser une falaise de part en part. Et le tout face à l'horizon. Difficile d'imaginer mieux. Ne reste alors qu'à s'installer et profiter. L'ultime étape de notre trip, celle qui achèverait avec brio notre temps dans le Coromandel, serait une dernière randonnée, celle des pinacles, nous menant jusqu'au point culminant de la région entière. Comme un long et serpentueux escalier trouvant son chemin dans la nature, le sentier se montre exigeant et nous fait traverser cours d'eau, forêts et versants affûtés. Mais comme souvent en randonnée, les efforts sont récompensés. Ainsi, quand il fut finalement temps de sortir du couvert des arbres, ce fut pour découvrir un haut plateau, donnant sur des kilomètres à la ronde. Nous venions d'atteindre les hauteurs du Coromandel. De là, notre objectif était également visible, puisqu'il nous restait encore à atteindre le point culminant. La partie la plus compliquée et de loin la plus éprouvante de l'ascension pouvait débuter. Encore quelques centaines de marches nous séparaient du sommet, et un regard en arrière nous laissait apercevoir tout le chemin parcouru jusqu'alors. Une fois en haut, le panorama est de ce qu'on qualifierait d'insaisissable. Cette vue, qu'il fallut mériter, n'est autre que la plus belle de la région. D'est en ouest, la région entière est visible, d'une rive à l'autre. Entre celles-ci, les collines et monts rocheux s'étendent à perte de vue. Quelque part non loin de là, devait courir le sentier des Broken Hills. Et, en regardant bien, il était sûrement possible de deviner Thames, où j'étais resté si longtemps. Mon temps ici arrivait désormais à son terme. J'en avais profité plus que de raison et avais vu la région dans sa quasi-entièreté. Sur ce sommet, j'ai revoyé mon parcours, tout ce que j'avais vu et fait dans la péninsule de Coromandel. J'y voyais aussi le sud et ma route qui s'y dessinait.
Alors merci, et à la revoyure. Hold myself